Mes œuvres littéraires sur Attila sont consacrées à l'analyse des grands mystères historiques. Relation entre Attila et Iessus, énigme des chants catalaniques, mystère de la rencontre d'Attila et du pape Léon en Italie. La forme des œuvres littéraires permet pas seulement d'effectuer l'analyse logique des événements historiques, mais aussi de créer des portraits psychologiques des participants à ces événements et de comprendre mieux les motivations profondes de leurs actions. Je vous invite à écouter les extraits de mon roman historique Les Amis d'Attila sur la princesse Honoria, accompagné par mes commentaires. C'est mon 17e printemps, pense la princesse Honoria en regardant les cerisiers en fleurs dans les jardins du palais. Elle sent brusquement son cœur palpiter. Ses grands yeux noisettes sous les sourcils arqués s'allument de joie. Honoria reconnaît sans se retourner de la fenêtre que c'est son ami Eugène qui vient d'entrer dans sa chambre. La princesse garde encore aux joues les fossettes de l'enfance, sa vivacité et sa gaieté sont désarmants. Elle se lance vers une petite table et dit en riant: Regarde Eugène, cette pièce avec mon image. Honoria courbe son dos pour lire l'inscription sur la pièce d'or autour du monogramme du Christ. Il est écrit que je sauverai Rome. Eugène sourit. C'est dans l'honneur de ce que tu es devenu Augusta. Ton futur mari peut devenir l'empereur de Rome. La princesse dit avec insouciance: Je n'y pensais pas. En effet. Mais c'est toi qui seras mon mari. Tu seras donc un jour l'empereur romain et nous sauverons ensemble l'empire. Eugène rougit, mais je ne suis que ton chambellan. Honoria l'interrompt. Mais nous nous aimons l'un l'autre. Je suis prête à crier au ciel notre bonheur. Ils s'embrassent tendrement et longtemps. Pourquoi un tel bonheur pour moi? S'exclame Eugène. Il me semble souvent que ce n'est qu'un rêve, que cela ne durera pas longtemps. J'ai peur de quelque chose. Honoria sourit. Parce que tu es tellement intelligent et doué, courageux et fidèle. Je t'aimerai toute ma vie. Nous serons heureux. Inquiet, Eugène regarde autour de lui et dit: Je suis sûr qu'il y a des espions des Suisses parmi les esclaves. Il est si facile de les corrompre. Je sens la malveillance de plusieurs courtisans de Valentinien qui dépassent les limites d'une concurrence raisonnable. C'est pourquoi nous devons continuer à soigneusement cacher notre amour à tout le monde. Son inquiétude se transmet à Honoria. Essius commence à dresser mon frère contre moi. Apparemment, il ne peut pas vivre sans intrigue et perfidie. Valentinien n'a que 15 ans et il est si naïf. Eugène ajoute: J'ai peur qu'Essius ne veuille que tu deviennes l'épouse de son fils. Mais heureusement Gaudensius doit rester encore quelques années otage chez les Huns. Honoria dit avec mépris: Je ne veux pas être une belle fille de ce type douteux. En effet, il n'est qu'un insurgé qui a fait un coup d'État avec l'aide de l'armée étrangère. Maintenant il dit que Boniface l'a calomnié pour justifier sa trahison quand il s'est brouillé avec les Vandales. Il a obligé ma mère à lui remettre la correspondance concernant cette affaire. Maintenant toutes les preuves de sa culpabilité sont supprimées, il peut dire tout ce qu'il veut. Essius parle à Valentinien: Je suis informé que la princesse Honoria entretient une liaison amoureuse secrète avec Eugène, son chambellan. L'empereur est indigné avec un serviteur. Quelle honte! Essius ajoute de l'huile sur le feu: Cet Eugène se voit déjà en futur empereur. Étonné, Valentinien le regarde attentivement dans les yeux. Essius explique: En effet, s'il devient un jour le mari d'Augusta Honoria, il peut prétendre au trône impérial. Votre sœur se considère comme destinée à sauver l'Empire après la frappe de cette pièce avec l'inscription absurde consacrée à sa déclaration comme Augusta. Essius voit que son but est atteint et propose: Il faut entreprendre des mesures préventives. Il chuchote à l'oreille du jeune empereur. Valentinien se redresse. Je suis d'accord à propos du serviteur. Mais il ne faut pas tuer Honoria. Je propose de l'envoyer à Constantinople. Prier et demander pardon de ses péchés en compagnie des sœurs pieuses de l'empereur Théodose.
Les témoignages en latin et en grec sur Attila de ses contemporains ont été étudiés par Édouard Gibbon, grand érudit et auteur de la célèbre histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain. Catherine Guérif, préfacière des extraits sur Attila, note que Gibbon connaît toutes les sources écrites disponibles en son temps. Au besoin les retraduit du latin ou du grec en soulignant les erreurs de ses prédécesseurs. Essius engagea secrètement Placidie à rappeler Boniface de son gouvernement d'Afrique et conseilla secrètement à Boniface de désobéir aux ordres de l'impératrice. Il faisait considérer à Boniface son rappel comme une sentence de mort et peignait à Placidie la désobéissance du gouverneur comme l'indice certain d'une révolte. Lorsque le crédule et confiant Boniface eut armé pour défendre sa vie, Essius se fit un mérite vis-à-vis de l'impératrice d'avoir prévu un événement à mener par sa propre perfidie. En cherchant modérément à s'expliquer avec Boniface sur les motifs de sa conduite, on l'aurait ramené à son devoir et rendu à l'État un serviteur fidèle. Mais les artifices d'Essius s'opposèrent à cette explication, il continua de trahir et d'irriter. Aussi orgueilleux que perfide, Essius ne put voir sans colère la découverte de sa trahison, le ressentiment de l'impératrice et la faveur dont jouissait son rival. Il revint précipitamment de la Gaule en Italie avec une suite ou plutôt une armée de barbares, et telle était la faiblesse du gouvernement, que les deux généraux décidèrent leur querelle particulière dans une bataille sanglante. Prosper et Marcellin parlent de sa mort et le dernier observe que dès la veille du combat Essius avait préparé une lance plus longue que celle dont il avait coutume de se servir. Cette circonstance annoncerait presque un combat singulier. Eugène, l'ami de la princesse Honoria, est tué par un des agents secrets de l'empereur Valentinien. Mais qui a donné l'ordre? Honoria savait que dans un tel cas de meurtre sans jugement, on donne à l'agent un ordre écrit pour qu'il soit protégé ensuite contre toute poursuite judiciaire. Essius et Valentinien ont entouré cette affaire d'un brouillard épais. Ils ont dit que la princesse était soupçonnée de la préparation d'un coup d'État avec Eugène. Honoria voulut effectuer une enquête afin d'apprendre la vérité sur la mort d'Eugène et s'est trouvé aussitôt sous le coup d'une arrestation domestique. On lui refusait même d'assister au mariage de son frère Valentinien. Afin d'éviter l'accroissement du scandale, on lui proposa de partir pour Constantinople et de prier Dieu pour qu'il pardonne ses péchés, de mener une vie pieuse et de ne pas se marier. Honoria sentit que sa vie était en danger et après une période durable de désespoir et de souffrance décida de rejoindre à Constantinople sa mère et son bon-oncle Théodose, l'empereur de l'Empire romain d'Orient. Honoria se trouve ainsi dans la compagnie étrange pour elle, des sœurs de Théodose et leur suite de nobles vierges. La princesse, habituée aux parures, est obligée de porter des vêtements sobres. Malgré la fragilité de l'alimentation dans le palais, les jeûnes durent souvent plusieurs jours. On emploie une partie du temps à des ouvrages de broderie. Tous rivalisent dans l'ardeur religieuse, y compris l'empereur Théodose, et consacrent plusieurs heures du jour et de la nuit à prier et à réciter des psaumes. Honoria assiste à la lutte acharnée entre Pulchérie et Eudoxie. Après le mariage de sa fille avec Valentinien, l'impératrice Eudoxie fait un pèlerinage à Jérusalem. Pendant ce voyage, elle donne au moins 20 400 livres d'or, environ 8 tonnes, à l'église à des buts de bienfaisance. Assise sur un trône d'or orné par des pierres précieuses, elle prononce un discours devant le sénat de la ville d'Antioche et accepte que les habitants reconnaissant lui érigent une statue. Elle revient à la capitale avec les chaînes de Saint-Pierre. Trouvée par elle, la main droite de Saint-Étienne et le portrait de la Vierge peint par Saint-Luc.
Après ce voyage, Eudoxie voudrait commencer à gouverner l'Empire, sans porter attention aux ambitions de Pulchérie, et les deux Augusta commencent une lutte cruelle. Pulchérie ordonne l'exécution du beau Pauline, maître d'office et ami d'Eudoxie. On fait circuler la rumeur qu'il était un amant de l'impératrice. Honoria est bouleversée par cette affaire qui lui rappelle la mort de son beau et gai Eugène. Cyrus, un autre ami d'Eudoxie, qui était préfet du prétoire d'Orient, est disgracié. Ainsi Pulchérie réussit à refroidir les sentiments de son frère envers Eudoxie, belle et talentueuse mais trop ambitieuse. Honoria rêvait de gens honnêtes et courageux, directs comme elle. Elle souffrait dans cette atmosphère de meurtre, d'intrigue et d'hypocrisie. Elle tentait de parler avec sa mère. Mais Galla Placidia était entièrement absorbée par les intrigues contre le père Fidécius, si puissant grâce au soutien des Huns. Elle entendait tout le temps parler des Huns. Honoria les avait vus pour la première fois en 425, année d'angoisse pour sa famille quand les détachements de leur cavalerie, dans un ordre irréprochable avec les armures et les armes étincelantes au soleil, ont passé en fier défilé devant la colline où elle se trouvait à côté de son frère qui venait de devenir empereur, et sa mère devenue régente. La princesse avait alors 8 ans. Elle sentait la nervosité de sa mère et de son entourage. C'était Aetius qui commandait ce défilé. Il venait ensuite à Ravenne toujours accompagné de ses officiers et des gardins. On parlait beaucoup du passage de l'ambassadeur au reste au service d'Attila. Alors Honoria compris que les Huns ne sont que des hommes braves et courageux, mais que leur roi mène une grande politique. Comme tout le monde, Honoria était éblouie par la nouvelle de la trouvaille par Attila de l'épée d'or de la victoire. Elle comprend qu'Attila est aussi un empereur au même titre que les empereurs romains. Qu'il n'est pas faible et sans caractère comme son bon-oncle Théodose, mais tout au contraire, qu'il a des projets intéressants et la volonté de les réaliser. Honoria n'attendait pas de son oncle un héroïsme militaire ou de l'art stratégique. C'était un bon juriste, un grand codificateur du droit romain. Mais il n'utilisait même pas cette compétence pour la gestion de son pays. L'empire était dirigé par deux Augusta en lutte et les grands eunuques. Honoria voyait que la cour de Constantinople copiait les mœurs de la cour persane étrangère à elle. Par exemple, les eunuques ne jouaient pas un grand rôle à Ravenne, tandis qu'à Constantinople, ils étaient organisés en puissantes corporations selon le modèle persan. Il leur était facile de trouver une entente avec Pulchérie qui limitait l'accès au palais des hommes. Honoria voit dans son rêve Attila sur un cheval blanc avec une épée d'or. Elle n'était pas depuis longtemps avec un homme. Et elle veut tellement aimer un vrai homme. Mais Attila est, quand même, un barbare. Eh bien, quoi alors ? En effet, sa mère Galla Placidia était mariée au roi barbare Ataulf. Mais elle a fait cela dans les intérêts de Rome. Le noble restait passé au service d'Attila. D'après lui aussi dans les intérêts de Rome, mais si elle, Honoria, se mariait avec Attila, elle ferait pour Rome beaucoup plus. Ataulf était un petit chef en comparaison de l'empereur Attila derrière lequel suit la foule des rois. Alors cesseront les intrigues du perfide Aetius. Rome recevra la cavalerie invincible et les frontières de l'empire romano-ionique s'étendront jusqu'à la Chine, mais Attila aime beaucoup Kerka. On dit qu'elle est très belle et très intelligente. Devenir la deuxième femme, elle princesse romaine, qui était Augusta et avait donc avec son frère Valentinien presque les mêmes droits sur l'empire romain d'Occident. Non, Honoria ne peut être que la première. Le palais impérial de Constantinople était agité par la nouvelle de la mort de l'impératrice, une Kérékao qu'on appelait ici Kerka. On disait qu'Attila avait brûlé par désespoir le palais de sa femme devenu terriblement vide. Le cœur d'Honoria bat d'une admiration involontaire.
Attila est non seulement un élu de Dieu qui a reçu l'épée d'or divine, mais il est encore capable d'un grand amour. Comme Honoria elle-même, il est le fondateur du nouvel empire victorieux. Elle est une princesse, ayant droit sur le trône de l'empire ancien et prestigieux qui a été privée de son titre d'Augusta par suite des intrigues d'Essius et de Valentinien. Maintenant, après la mort de Kerka, elle peut devenir l'impératrice une et donner à Attila le droit à la possession de la moitié de l'Empire romain d'Occident. Honoria ne trahit personne. Elle veut sauver la civilisation romaine. C'est Valentinien qui l'a trahi, ayant ordonné de tuer son cher Eugène. Et Théodose, après avoir essuyé la défaite avec le glaive, a décidé de vaincre Attila par le poison. Quelle lâcheté! Avec quelle intelligence et habileté il a été remis à sa place et ridiculisé par Attila? Non. Elle n'a pas pitié de son frère et de son oncle. Mais elle épargnera leur vie, les enverra au couvent prier Dieu de leur pardonner leurs grands péchés. D'ailleurs, ils prient Dieu tout le temps. Mais ils n'ont pas de foi sincère dans leurs âmes. Malgré sa fanatique religiosité, Auguste Pulchérie a ordonné au comte Saturnone de tuer 2 prêtres proches de l'ancienne impératrice d'Oxie. Non. Il faudra les envoyer en exil dans une périphérie éloignée de l'Empire, par exemple, en Sibérie. Honoria voit de nouveau Attila sur un cheval blanc avec son épée d'or dans son rêve. Non, il ne faut plus attendre. La décision est prise. Elle sera la première dame du monde. Il faut envoyer à Attila un messager sûr avec une lettre et une bague de fiançailles. À qui confier cette mission délicate et discrète? Bien sûr à Jacinthe. Ce jeune serviteur est très positif à la différence des autres eunuques et éprouve pour elle une sympathie et une amitié sincère. Toutes ces années, ils ont beaucoup parlé et Jacinthe la comprend bien. Il faut seulement discuter encore avec lui comment mieux répondre aux questions de l'empereur. Attila est ému. Il a éprouvé le même sentiment quand le berger lui a apporté l'épée d'or de la victoire trouvée dans la steppe de la mer Noire. Tangra lui donne maintenant la main d'une fière princesse, héritière du trône d'un empire, et de quel empire? Il presse le messager de questions. Racontez-moi tout sur la princesse. Quel âge a-t-elle? Est-elle belle? Est-elle intelligente? Pourquoi n'est-elle pas mariée? Jacinthe raconte tout ce qu'il sait. Honoria est belle. Elle est fidèle et sincère. Elle était malheureuse et mérite plus que toutes les autres femmes aide et amour. Attila écoute attentivement le récit, pose de nouvelles questions. Sans aucun doute. Honoria lui est envoyée par Dieu lui-même pour faciliter la réalisation du plan de la création de l'Empire romano-eunique. Il suffit de rendre à Honoria son titre d'Augusta et ils auront toute la légitimité de gouverner l'Empire romain d'Occident. Ainsi, Attila et Honoria composent un couple idéal pour gouverner ensemble le futur Empire romano-eunique. La nouvelle sur la mission de Jacinthe est parvenue aux empereurs romains. Il est intercepté et arrêté sur la frontière. Sous une torture terrible, il a tout avoué. L'empereur Valentinien a commencé à trembler de peur. De nouveau, il l'invitait au palais des voyants pour qu'il lui prédise quelque chose de rassurant. Une autre passion développée dans son âme faible était la magie, qui choquait les chrétiens et contredisait les lois dirigées contre le paganisme. Mais c'était sa seule arme, qu'il pensait pouvoir opposer à Essius et à son protecteur puissant Attila. La lettre d'Honoria a engendré chez Valentinien l'espoir de tenter à pousser à la confrontation ces 2 terribles ennemis. En effet, la perspective du mariage d'Attila avec Honoria a provoqué une forte inquiétude chez Essius qui rêvait toute sa vie d'être un co-dirigeant de l'Empire romano-eunique et devenir le souverain légal de tout le territoire de l'ancien Empire romain. Ses intrigues et sa traîtrise étaient sûrement bien connues d'Honoria, qui éloignerait du pouvoir un tel personnage douteux. Seulement l'empereur Théodose, afin d'éviter à tout prix un nouveau conflit avec les Huns, a conseillé d'envoyer Honoria à Attila.
La princesse Honoria a été précipitamment amenée en Italie et forcée de se marier avec un sénateur vieux et riche. Ayant appris cette nouvelle, Attila remarque tristement « ordure ». Pense-t-il que cela peut m'empêcher de me marier avec Honoria? Maintenant mes actions pour la protection de la princesse auront un caractère encore plus noble et légitime. Oreste confirme. On peut penser qu'on ne connaît point l'histoire romaine à Ravenne. Il suffit de se rappeler qu'Octave a enlevé Livie enceinte de Tiberius Néron. Elle a accouché 3 mois après un enfant de son premier mari. L'empereur Auguste gardait toujours des sentiments tendres pour Livie jusqu'à la fin de ses jours et il est mort dans ses bras. Attila s'exclame, Valentinien sera puni pour son refus de devenir mon parent. Sans notre aide son empire n'aurait plus existé depuis longtemps. Essius, le vrai dirigeant de cet empire pourrissant, est mon vassal qui m'a prêté à 2 reprises des serments solennels de fidélité devant nos armées mobilisées pour son sauvetage. S'il a oublié ça, il sera puni sévèrement pour ce parjure en conformité avec nos lois. Nous parlerons de la confrontation d'Attila et d'Aesius suite à cette lettre d'Honoria dans la prochaine vidéo.